Donc je vais essayer de parler avec le micro. Je ne suis pas habitué, donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà, merci pour l'invitation au Jug. Et voilà, ça me fait bien plaisir de venir discuter Groovy. Vous allez voir que ce soir, il y a des choses à dire. Donc je peux parler très longtemps. Donc si vous en avez marre, vous levez la main, vous dites on veut s'en aller, pitié. Faut pas hésiter. Quand les pizzas arrivent, ça va être... Voilà. Donc voilà, comme je suis passionné de mon sujet, je peux parler pendant des heures. Mais par contre, c'est une intro, juste pour que je sache qui connaît plus ou moins déjà Groovy, si vous l'utilisez. Ok, donc très bien, donc ça va être pile dans le sujet. Donc je vais vous parler de différents use cases, il y en a beaucoup. Donc s'il y en a un qui vous intéresse à un moment, on peut insister dessus. Vous me dites juste, et puis il ne faut pas hésiter à m'interrompre et à me poser des questions. L'avantage d'un Jug, c'est qu'on n'est pas très nombreux, donc on peut discuter. Voilà, pas hésiter. Donc, effectivement, il faut que je commence. Donc voilà, donc moi je suis committer sur Groovy, donc ça c'est mon compte GitHub. Juste une petite animation, c'est la seule de toute Slideware, parce que je suis très fort en Slideware. Et donc, juste pour dire que je suis né à Nantes, mais je travaille en fait à 50 km au sud de Nantes, de chez moi pour l'instant. Et donc je travaille pour Pivotal, qui sponsorise pour l'instant Groovy. Et donc la grosse nouvelle, pour ceux qui en ont entendu parler hier, c'est qu'ils arrêtent. Donc au 31 mars, je suis au chômage. Mais ça ne m'empêche pas de venir faire du prosélytisme. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'ils arrêtent le sponsoring de Groovy que Groovy s'arrête pour autant. C'est un projet qui existait avant Pivotal. Il existera après, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc c'est plus mon problème que le vôtre en fait. S'il y a des questions sur ça à la fin, je pourrais en parler. Donc Groovy, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un langage multiparadigme. Alors c'est quoi multiparadigme? C'est un gros mot, mais qui est super simple. Ça veut dire qu'on fait plusieurs choses, plusieurs modes de programmation qui sont supportés par le langage. Donc un paradigme, ça peut être le paradigme fonctionnel, ça peut être impératif, ça peut être pas mal de choses. Et Groovy, en fait, c'est un langage qui est très versatile. On peut faire plein de choses avec. Je suppose que la plupart d'entre vous, en fait, font du Java. C'est un Jug, a priori. Il y en a peut-être d'autres qui font d'autres langages que du Java. Non, donc il n'y a que Groovy Java, c'est bien. Un petit peu de Scala. Ouais. Voilà. Donc vous allez retrouver, pour ceux qui font pas que du Java, vous allez retrouver des choses qui existent dans d'autres langages. Mais la base, c'est Groovy, c'est un langage dérivé de Java. Et en fait, le scripting, c'est le premier use case sur lequel moi, je suis arrivé sur Groovy. Donc avant de devenir committer sur Groovy et d'être salarié, payé à travailler sur ce projet-là, en fait, j'étais un utilisateur de Groovy. Donc je l'ai utilisé dans le cadre de scripting. Donc le scripting, c'est quoi? Ça va être ça. Donc ça, c'est un exemple qui est simplifié d'un code qui est vraiment en production, puisque c'est le code qui existe sur... hop, il faut que je me mette par là. Qui existe sur le serveur d'intégration continue de Groovy. Donc on fait des builds continues, toutes les builds sont testées sur plein de JDK, plein de plateformes différentes, et puis à la fin quand même on a bien envie de faire les releases depuis le serveur d'intégration pour éviter les problèmes. Vous savez, vous faites la build en local et puis en fait ça marche chez vous mais pas ailleurs. Donc nous on considère que quand on build Groovy, le point de référence, c'est le serveur d'intégration continue, c'est pas le poste du développeur. Ce qui devrait être le cas, normalement, pour beaucoup de monde. Et donc, c'est bien, mais dans TeamCity, qu'on utilise, il nous manquait, en fait, quelque chose pour pouvoir déployer. Donc, on a fait un petit script Groovy. Donc ça, je vous demande pas de comprendre ce que ça fait. C'est pas le problème, c'est juste pour dire, c'est un use case de scripting. Et donc, en gros, c'est quelques lignes que vous n'avez pas besoin de compiler, ça s'exécute, ça se lance, pas de problème. Donc en règle générale, quand je parle de scripting aux gens, ils me disent donc c'est un langage interprété. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je le dis, c'est que c'est vrai, forcément. Donc non, c'est pas vrai. Groovy, évidemment, ça a beau être un langage qui fait du scripting, tout est compilé. Alors compilé, ça veut dire que ce bout de code-là, il est transformé en bytecode, le même que celui que va faire Java. Donc derrière, il y a un point classe, même si vous ne voyez pas. Il y a un point classe qui est généré. Donc c'est du code compilé. Donc tout le temps, Groovy c'est compilé, même si c'est un langage dynamique, même si il n'y a pas de classe quelque chose là-dedans, ça fait un point classe derrière, quoi. On va même en faire plusieurs.
Donc en fait, le scripting, c'est pour moi le point d'entrée le plus facile dans Groovy. Donc c'est utilisé dans plein de use cases. Alors moi, je l'avais utilisé voilà, pour faire un système de workflow à l'époque. Mais en règle générale, le Groovy va être fort, c'est partir du scripting pour arriver à faire des DSL. Donc DSL, c'est Domain Specific Language, type SQL. Voilà, SQL, typiquement, c'est un langage dédié à faire des requêtes SQL, qu'on connaît tous, qu'on utilise. Groovy, en fait, il va vous permettre de construire ce genre de langage. Alors, il ne va pas vous permettre de construire du SQL. Il va vous permettre de construire quelque chose que permet de construire Groovy. En fait, beaucoup de DSL Groovy se ressemblent, c'est pas pour rien, mais au bout du compte, c'est super simple à faire. Donc ça, c'était mon deuxième use case, à moi, en tant qu'utilisateur de Groovy. À l'époque, donc, je travaillais pour une société qui faisait de l'analyse de texte sémantique. Donc on faisait du NLP, donc Natural Language Processing, en français je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas grave, vous avez compris le truc. Il y avait des gens comme moi qui étaient développeurs, qui faisaient un moteur pour faire l'extraction, et puis j'avais des linguistes à côté. Les linguistes, c'est des gens qui ne sont pas des codeurs. Donc, si vous leur parlez de boucle infinie, ce genre de truc, ils ne savent pas ce que c'est. Pour autant, avec Groovy, on a pu leur concevoir un DSL qui leur permettait d'écrire des règles et faisait du code sans le savoir. Donc Groovy il est super fort pour ça. Alors un DSL en Groovy, ça va ressembler à ça. C'est un DSL qui est encore une fois piqué d'un use case réel, donc c'est un plugin pour Gradle pour ceux qui connaissent, et puis ça permet de faire du remote copy. Donc en fait, c'est un bloc qui va dire j'ouvre une session remote, à l'intérieur je vais faire un SCP à partir d'un dossier local vers un dossier distant, et puis ça, hop, je vais faire un petit time-off de 10 minutes. Donc ça n'existe pas dans le DSL initial, je l'ai rajouté juste pour vous montrer qu'en fait en Groovy, contrairement à Java, vous avez le droit de faire des propriétés sur les entiers. Ça existe. C'est super pratique en fait. On peut faire vraiment des trucs qui deviennent lisibles. Et donc, pareil, en fait, là, l'intérêt aujourd'hui, c'est pas de comprendre comment on peut faire ça. C'est pas si compliqué que ça, il y a plein de façons de le faire, mais c'est surtout qu'on est capable d'écrire des choses qui vont devenir relativement lisibles, même pour un œil non codeur, en fait. C'est-à-dire que c'est assez facile de développer du DSL métier en Groovy. Donc, puisque moi, sur le premier cas, j'avais besoin d'un plugin pour TeamCity qu'on utilise, puisque c'est JetBrains qui nous sponsorise le serveur d'intégration, en fait, ce use case-là, vous le retrouvez, vous faites peut-être du Groovy sans le savoir, si vous êtes dans Jenkins. Il y a énormément de process d'intégration continue qui utilisent le plugin Jenkins Groovy, et qui vous permet de faire tout un tas de trucs que le Jenkins de base ne permet pas de faire. Donc c'est un petit script qui va aller automatiquement créer tous les jobs correspondant à toutes les branches d'un projet sur GitHub. Et puis créer les steps, Maven qui vont bien, etc. Donc c'est un petit script qui permet de faire ça. Alors que le Jenkins de base ne sait pas le faire. Mais bon, en quelques lignes, en fait, vous pouvez avoir un truc qui va vous générer tous vos jobs Jenkins de manière automatique. Vous pouvez foutre ça dans le serveur en version contrôle et puis l'utiliser plus tard. C'est nickel, quoi. Donc là, les use cases que je vous ai présentés, pour l'instant, j'ai pas trop insisté sur le fait que Groovy, c'est plus ou moins du Java. Et en fait, quand on regarde même les codes que j'ai mis juste avant, là, on va dire, ça ressemble pas trop à du Java, quoi. Peut-être qu'ils connaissent Java 8. Je doute que dans les mutuelles, on utilise encore Java 8. Hein? Et peut-être qu'on a la chance de commencer à développer en Java 8, mais avant d'avoir en prod, on aura du temps. Mais en Java 8, on a des trucs qui ressemblent à ça, mais il y a quelque chose derrière. Donc les lambda. En Groovy, c'est la même chose. Donc en fait, ça veut dire que dans Groovy, vous aviez des lambda, mais 10 ans avant qu'elles arrivent dans Java. Donc Java Friendly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous lancez dans Groovy, demain vous dites c'est cool Groovy, moi je vous ai convaincu, vous voulez vous lancer dans Groovy, mais moi ce que je connais c'est Java. En fait, vous pouvez vous lancer direct parce que la plupart du code Java, il est compatible direct Groovy. Donc là, mon slide, il est fait exprès un petit peu gros
Et puis on va regarder ce que c'est vraiment que ce truc. Alors je vais être obligé de vous le lire, mais c'est pas pour rien. Donc c'est une classe personne, et puis dedans j'ai deux bins, enfin deux propriétés, je veux dire. Une propriété name et une propriété age. J'en ai mis que deux, parce que sinon en fait, ça aurait été encore plus petit. Mais derrière, comme je veux faire une classe qui est mutable, donc aujourd'hui, on va dire que les bonnes pratiques, on va essayer de faire des classes immutables, etc. Bon. Si vous voulez faire ça en Java, il faut rajouter un petit peu de code. Alors le code qu'il faut rajouter d'abord, c'est quand même le equals, et puis la Javadoc nous dit qu'il faut aussi faire un hashcode, donc on va faire le hashcode. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir un petit toString pour le debug, parce que si mon bin, je peux pas faire un print dessus, c'est un peu chiant. Puis quand même, j'ai envie que ça fasse quelque chose, donc j'ai envie d'avoir une méthode grit qui veut dire, salut Cédric, quoi. Donc en fait, dans tout ce code-là, on est bien d'accord que les seules choses qui m'intéressent vraiment, ce sont ces deux propriétés et cette méthode. Tout le reste, c'est du garbage. Pour autant, vous pouvez prendre ça, le copier-coller dans Groovy, ça va compiler, ça va marcher. Pas de problème. Mais en Groovy, en fait, vous pouvez simplifier ce truc-là comme ça. Donc en fait, on va dire, j'ai une classe, donc on a oublié le public, parce que pas de modificateur en Groovy, ça veut dire par défaut public, puisque 99% du code que vous écrivez, c'est du code avec un public class. Derrière, pareil, les propriétés, en fait, je ne mets pas de modificateur devant, donc ça va me générer un champ qui va s'appeler name, et derrière, le getter et le setter qui vont bien. Et puis j'ai rajouté ça, immutable, donc du coup, il va me transformer automatiquement ça en final. Et je rajoute toString, il va me rajouter la méthode toString. Alors j'ai oublié equals en hashcode, ma faute. Donc il y a une annotation de plus pour être vraiment équivalent avec ce qui se passe avant. Et puis voilà, ma méthode derrière. En passage, on verra que j'ai enlevé le return, j'ai enlevé le point-virgule qui sert à rien. Et puis les concaténations sont remplacées par un truc qui se lit beaucoup mieux. Donc c'est l'interpolation de chef. Donc en fait, si vous êtes développeur Java, vous pouvez prendre votre code, le copier-coller dans Java, dans Groovy, petit à petit, puis le simplifier. En fait, Groovy, ça devient addictif pour ça. C'est-à-dire qu'on commence à enlever plein de code qui ne sert à rien. On se rend compte que Java est extrêmement verbeux. Ça a beau être un langage simple, il est très verbeux. Il nous oblige à mettre beaucoup de code qu'on appelle nous, le code de cérémonie. Pour dire, ok, je suis une propriété, donc il me faut un champ, un getter, un setter. Et a priori, d'après les dernières nouvelles, vous n'êtes pas prêt d'avoir de propriétés en Java. Même Java 9, peut-être Java 10, 11, 12, peut-être. Super. Bon, c'est quand même plus simple, on est d'accord? Ça se lit bien. C'est Java Friendly. Après, multiparadigme, c'est aussi un langage dynamique. Alors, dynamique, ça fait débat. Et on aime bien les débats en ce moment. Dynamique, ça veut dire quoi? Pour vous, dynamique, tiens, je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un langage dynamique? S'il y en a un qui est volontaire à répondre. Les types non définis. Les types quoi? Non définis. Non. Qui changent. Alors, non plus. Aller au runtime. Non plus. Alors c'est beaucoup plus large que ça, mais oui, effectivement, ça c'est un aspect, mais c'est pas l'aspect de Groovy. Parce que Groovy, je vous ai montré du code, là, il est typé. Et en fait, il est fortement typé. Ça beau être un langage dynamique, il est fortement typé. Les deux aspects existent. On met des types, pour autant c'est un langage dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire plutôt ce genre de choses. Là, je vais reprendre ma classe personne, et puis je l'ai simplifié parce qu'il faut quand même qu'on puisse avoir du code intéressant. Et puis derrière, je crée en fait une variable qui s'appelle storage, def, et puis dedans je mets des choses. Alors en fait, on voit déjà qu'en Groovy, j'ai une syntaxe avec des crochets qui me permet de faire ce qu'on appelle un list littéral. Donc c'est des trucs très pratiques. J'ai pas besoin d'aller faire new list, machin bidule. Hop, crochet terminé. Après, on a automatiquement les paramètres nommés typiquement pour les constructeurs, ce qui est aussi très pratique. Ça simplifie le code. Vous avez même une annotation qui vous permet de supprimer new. Moi, j'adore. Genre, aimer qu'en fait, il n'y ait pas de new en Groovy. Personnellement, parce que c'est vraiment un mot-clé encore qui sert à rien. Pourquoi vous avez besoin de préciser que c'est un new, quoi? Il y a déjà toute l'information disponible dans le reste. Le constructeur, machin. Le new, il sert à rien. Enfin bref, donc militer pour la suppression du new. Front de libération du new.
Voilà, donc là j'ai créé un truc et ça me sert juste ça pour mon test à moi, pour faire un pseudo stockage, donc simuler une base de données derrière, on va aller chercher des personnes. Et dynamique c'est quoi? C'est ce machin-là. Et ce machin-là, alors là, pareil, essayez pas de comprendre ce que ça fait, c'est pas l'intérêt. De toute façon, moi je n'écrirai jamais du code comme ça, c'est plus pour démontrer ce que ça veut dire que dynamique. Imaginons qu'en fait, je veux créer une méthode findByAge, celle-là. Donc ça, c'est des choses qui existent dans un framework comme Grails, en fait. Vous pouvez avoir une méthode qui s'appelle findByAge 35, qui est définie automatiquement à partir de ces trucs-là. Si je regarde ma classe, en fait, j'ai pas de méthode findByAge dessus. On est d'accord. Elle n'existe pas, cette méthode. Pour autant, si j'exécute ça, ça marche. C'est-à-dire que là, le code, il va fonctionner, il va me sortir quelque chose. Et pourquoi ça marche? Parce que je suis allé modifier la métaclasse de la classe personne pour dire qu'est-ce qui va se passer si tu ne trouves pas une méthode. En l'occurrence, le statique va dire la méthode en question, elle est statique. Method missing, c'est pour dire quel est le comportement si je ne trouve pas une méthode. Et puis derrière, en fait, ça c'est plus ou moins le code d'une méthode derrière. Et j'ai accès au nom de la méthode qui est appelée et à ses arguments. Donc je peux dire, si la méthode elle commence par findBy, alors je vais faire un petit truc rigolo, je vais prendre le nom de la méthode et puis je vais lui enlever findBy. Donc là il va me rester age. Ah mais c'est un A majuscule, donc allez on va tricher, on va faire un petit tout lowercase. Donc là j'ai age en minuscule. Et puis derrière, un petit bout de code fonctionnel, là. Storage.findAll, en fait il va aller regarder ce qu'il y a là-dedans, rechercher tous ceux qui ont une propriété. Et hop là, un seul truc vraiment rigolo en Groovy, c'est qu'on peut faire ça, on peut mettre des chaînes de caractères qui correspondent à des propriétés. Donc là, prop ça vaut age, on est d'accord? À ce moment-là, donc it.age égale argument de 0. Donc en fait là, il va me renvoyer tous les éléments qui ont l'âge 35 là-dedans. Essayez pas de comprendre dans le détail comment ça marche, mais c'est ça dynamique. Ça veut dire qu'en fait, on est capable typiquement d'aller modifier des classes au runtime, de rajouter des méthodes, modifier même des méthodes existantes. Vous pouvez aller supprimer une méthode existante pour la remplacer par une autre. Et c'est utilisé dans énormément de frameworks en fait. Et c'est utilisé pour simplifier le code parce que derrière, ça c'est des choses qui existent vraiment dans Grails, ce que je vous disais, pour éviter aux développeurs d'avoir à écrire toutes les méthodes et tous les DAO qui servent à rien, parce que de toute façon vous êtes obligé de les générer. Et le jour où vous avez besoin de méthodes supplémentaires, il faut aller modifier l'interface, modifier l'implémentation, etc., etc., etc. En fait, Grails vous supprime tout ça, il n'y en a pas besoin. Et vous avez la définition de la classe, ça suffit quoi. En plus, il va aller rajouter des vérifications à compile time pour vérifier que votre méthode existe vraiment, etc., etc. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle un langage dynamique. C'est un langage qui permet de faire de la métaprogrammation. En tout cas, Groovy. Dynamique, mais aussi, donc un langage dynamique, mais aussi c'est un langage statique. Donc en fait, ce qui se passe ici, je ne vous ai pas dit, mais donc là, tout se compile dans une seule classe. Donc ça, c'est un script. Et donc là, en fait, j'ai accédé à une variable locale dans une méthode que j'ai ajoutée, et puis j'ai appelé une méthode statique, findByAge. Ok, bon. Mais en fait, la vérification de l'appel de cette méthode, elle ne peut pas se faire à la compilation. D'accord? Puisque de toute façon, la compilation, elle n'existe pas. C'est au runtime qu'elle va être créée. Donc, si je veux le même comportement que Java, et dire, non mais en fait, c'est quoi cette méthode findByAge, moi je veux pas qu'elle existe, c'est un truc de malade. J'ai peur moi de ces trucs-là, moi j'aime pas ça. Ok? D'accord, vous avez le droit. En fait, Groovy va vous permettre de supprimer cet aspect dynamique du langage. Vous mettez la notation compile statique. Là, je suis obligé de la mettre sur une méthode pour que ça marche. Mais en gros, votre IDE, du coup, il va vous dire que la méthode findByAge, elle n'existe pas. Donc là, vous avez beau essayer de compiler le script, il ne marchera pas. Parce qu'il va vous dire cette méthode-là n'existe pas. Même si vous avez écrit ce code-là. Même si votre code il contient ça, le compilateur, lui, il n'est pas assez intelligent pour aller voir que ça va marcher, quoi. Parce que de toute façon, ça se passe au runtime. Donc vous avez la possibilité, en Groovy aussi, donc ça c'est depuis la version 2, et c'est notamment ce sur quoi moi j'ai bossé. C'est développer le compilateur statique de Groovy, donc la version qui permet de se comporter au runtime comme Java. Donc d'avoir les mêmes perfs que Java,
générer le même bytecode que Java et pas tous les aspects un petit peu bizarres de dynamisme qui font peur à certains en fait. Pour autant, moi j'aime bien les deux aspects. Hein. Des fois, c'est pas parce que j'ai fait le compilateur statique que je m'interdis de faire du dynamique. Hein. Au contraire, en fait, je vais montrer, si j'ai le temps à la fin, des exemples où le mix des deux est super intéressant. Donc là, hop, paradigme statique, dynamique, fonctionnel. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure du find all. Voilà. Groovy fait aussi du fonctionnel. Donc là, ce qui arrive dans Java 8, c'est un petit peu de fonctionnel, et c'est un petit peu de fonctionnel comme sait le faire Groovy. Donc au passage, ici, j'ai point texte. Vous allez me dire, mais sur URL, moi j'ai pas de mémoire que en fait il y a un truc qui s'appelle point texte. En fait, c'est pas point texte, c'est point get text. Donc ça c'est une convention qui est bien utile en Groovy en fait, propriété. Donc si vous avez une méthode qui s'appelle point get quelque chose, vous pouvez faire point texte. Pareil, si pour faire un setter, au lieu de faire un point set truc, vous faites point truc égal. Voilà, ça augmente la lisibilité. Donc, point texte. Mais pareil, cette méthode getText, elle n'existe pas sur cette classe URL. Donc ça, c'est encore un truc que Groovy va permettre de faire. Ajouter des méthodes aux classes existantes, pas seulement les vôtres. Donc, Groovy, de base, rajoute des méthodes à plein de classes. Mais bon, c'était pas le sujet du slide. Donc c'est plus la façon d'écrire ça, en fait. Donc là, je vais aller chercher le site de Groovy. Je récupère le texte du site. Donc ça va être un gros machin HTML. Après, je fais un point split. Donc ça va me renvoyer une liste de tokens bizarres avec du HTML dedans, mais c'est pas le principe. Et puis derrière, je vais chercher tous les tokens qui ont Groovy dedans, et puis dire à la fin point size. Donc ça, c'est de façon très très linéaire de faire. C'est du mode fonctionnel, mais typiquement ça, c'est très fonctionnel. C'est très fonctionnel parce qu'on a ici une méthode qui accepte du code. Donc les lambda de Java 8, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que vous avez une méthode qui peut être paramétrée par du code. Et ça change complètement la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à faire ce genre de truc, en fait, vous passez de comment je dois écrire le code pour rendre le compilateur content à comment j'écris mon code pour que ce soit moi qui sois content. Donc un exemple, encore en Groovy, de code fonctionnel, ça va être tout simplement ça. Je définis une méthode qui est super intelligente et qui s'appelle une mult et qui va faire A fois B. Au passage, je ne mets pas de type. Si je m'en moque, je ne les mets pas. Je fais ce que je veux. En plus, je suis dans un jug. Et puis derrière, en fait, ouais, mais moi j'ai envie de dériver de ce truc-là une méthode qui s'appelle multiplie par 2. Et donc, c'est pas grave, en fait, ça c'est une closure. Et puis on va dire que c'est une fonction. Et sur une fonction, j'ai un truc qui va s'appeler point_query et qui va fixer un paramètre. En fait, le 2 qui est là, il va se retrouver à la place de celui-là. Donc je crée une nouvelle fonction, à partir de celle-là, je la dérive, et donc le premier paramètre est fixé. Donc si je fais un appel mul by 2 de 6, ça renvoie 12. Donc on peut faire des raisonnements sur du code. Fixer des paramètres, vous pouvez faire de la mémorisation, du caching, ce genre de choses. Tout ça, c'est super rigolo, c'est quelque chose que Groovy permet de faire aussi. Tu peux nommer les paramètres dans le point Nommer les paramètres d'un point curry, non, tu peux pas. Tu peux fixer le B par exemple. Tu as une autre méthode qui s'appelle, je sais plus, c'est nQuery, qui permet de fixer le énième paramètre. Enfin, il y a des variantes, il y a plein de choses comme ça. Oui. Et si je veux faire A, au lieu de faire A fois B, de faire A moins B, comment je peux faire? Tu peux pas. Parce que ça va pas te permettre de modifier le code, ça te permet de modifier les paramètres, pas le code lui-même. Enfin, oui, non. Je ne vais pas aller jusque-là. Tu pourrais le faire, techniquement. En fait, moi, tu as dit que Groovy, ça permettait d'ajouter une fonctionnalité à la fonction. Oui. Est-ce que ça permet aussi à en enlever, à la modifier? Bah, tu peux en enlever, oui. Il suffit de... Si tu redéfinis la méthode pour qu'elle balance une exception, elle ne le fera plus. Et à chaque fois, il faut redéployer le code? Non, tout se passe à l'exécution. Donc tu charges ton code. Généralement, la plupart des applis Groovy, elles fonctionnent comme ça. Enfin, celles qui font vraiment du dynamique. Tu charges le code, et puis tu as une phase de setup qui va aller remplacer tout un tas de méthodes, rajouter.
Typiquement dans Grails, cette phase-là est assez lourde, effectivement, parce qu'il y a plein de plugins, et les plugins, ce qu'ils font, c'est ça, c'est rajouter des méthodes, des classes existantes de Grails, rajouter des fonctionnalités. Mais une fois que cette phase-là est passée, pof, c'est super rapide. Parce que toute la phase de setup est faite, et tu fais plus de dynamique, entre guillemets, de rajouter des fonctionnalités aux classes, tout ça, on s'en moque. Mais ça se passe bien une fois que ton application est démarrée. Ah. À la console. Il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de pile. Ah, ça me simplifie la vie. Service pile. Ça fait un grand plan. C'est pas grave. On fait en fait dans le code de Technicien avec ses produits, il peut vous dépanner. Dans l'univers de... Il y a ça, il y a le assert. Alors, généralement, assert, c'est le mot-clé de Java. C'est un truc que personne n'utilise parce qu'il fait rien. Mais généralement, si tu le fais, c'est pour ça vérifier des assertions que personne n'avait jamais vérifiées. Comme Groovy, en fait, le assert, il fait tout le temps quelque chose. Que qu'il fasse tirer E1 ou pas, il fait quelque chose. Alors, là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il va aller super loin dans ce qu'il fait. Il va faire ça. Si par hasard j'étais très mauvais en calcul mental et que je faisais 14, en fait il me dit rien, ben non. Multiplie par 2 de 6, ça renvoie pas 14, c'est faux, ça renvoie 12. Donc en fait il va prendre votre expression qui est là, et puis il va mettre des petits traits partout et vous dire à chaque élément de l'expression quelle est sa valeur. Donc ça c'est direct dans Groovy, le assert qui est là. Donc c'est utilisé partout dans les test cases, qui est un des use cases le plus utilisé aujourd'hui pour Groovy, c'est tout ce qui est faire du test. Parce que c'est super simple de faire du blocking, c'est super simple de faire des assertions comme ça. Et puis il y a d'autres frameworks qui vont encore beaucoup plus loin que ça. Donc tu as par exemple Spock qui fait ça. Et des piles, c'est ça? Ouais. Allô? Ouais. Allô? Donc qu'est-ce que je disais? Oui, Spock, si vous ne connaissez pas Spock, qui est un framework de test qui vous permet d'écrire du test, mais pour des applis Java, hein, vous n'êtes pas obligé de faire du Groovy. Hein. Vous n'allez pas tester du code Groovy avec Spock, vous testez ce que vous voulez. Des applis Java, Scala, tant que ça tourne sur un JVM, ça marche. Donc si vous ne connaissez pas Spock, regardez parce que ça vaut le coup. Donc Spock, comme oreille pointue, hein, pareil. Donc les microservices. Donc généralement quand il dit ça, il y en a un qui coche sur Buzzword Bingo. Donc les microservices, c'est le nouveau truc à la mode. Et donc évidemment, bah, oui, on va faire des microservices, quoi. Donc nous, on ne va pas les faire directement parce qu'on n'est pas des psychopathes du microservice. Mais nos copains de Grails, ils ont commencé à bosser là-dessus. Donc eux, ils ont... Donc là, d'ici... avant ces fameux 3 mois fatidiques, il va y avoir Grails 3 qui va sortir. Et dans Grails 3, on peut développer un microservice. Et ça, c'est quoi? C'est une application complète, qui tourne vraiment. Et cette application-là, elle fait quoi? Elle crée une appli qui va tourner sur un serveur d'application, soit Tomcat, soit Netty, suivant ce que sur une classe passe, mais qui fait une appli REST pour stocker des bouquins. Donc en fait, là-dedans, j'ai juste créé une classe qui s'appelle Title, je dis que c'est une entité, et puis je le map sur cette URL, /books, et puis derrière, l'API REST, elle est générée automatiquement, le /add, remove, les posts, get, tout ça, tout est généré de manière automatique. Donc en moins de 10 lignes de code, vous avez une application qui tourne, un microservice. Donc regardez aussi ce qu'on fait dans ce domaine-là, c'est super intéressant. Les builds. Les builds, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit en fait dès le début. Quand on fait Groovy, on fait de l'intégration continue, donc on ne va pas faire la compilation sur notre Eclipse local et puis ça compile et je package dans un seul client. Non, on utilisera un outil de build. Donc en règle générale, les gens utilisent Maven. Ils sont tous super contents de faire du Maven. Des fichiers XML à rallonge, des trucs qui marchent pas. Puis quand tu appliques un plugin, ça pète celui d'à côté, c'est super rigolo. Enfin bref. Donc dans le monde Groovy, pendant longtemps, on avait un truc qui s'appelait Gantt, qui existe toujours d'ailleurs, qui est utilisé dans Gradle. Et Gradle, c'est un système de build qui fait un DSL Groovy pour faire des builds.
Donc, au lieu d'utiliser Maven, vous utilisez Gradle. Et Gradle, un fichier de build, ça ressemble à ça. Donc là, pour compiler du Groovy, je vais appliquer le plugin Groovy. Je vais définir mes repos. Donc là, c'est typiquement, vous auriez Maven Center, pour dire je vais aller chercher mes dépendances là-bas. Et puis je déclare mes dépendances. Donc là, je vais dire que je compile avec la dépendance Groovy 2.3.4 bêta 3. Soit. Et ça suffit en fait. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui va être capable de vous compiler votre projet, mais il va utiliser les conventions de Maven derrière. C'est-à-dire que Gradle ne va pas aller réinventer tout ce que vous connaissez déjà en utilisant Maven. Donc il va aller chercher les sources dans SRC main Groovy par convention. Et puis il va aller compiler ça là-dedans. Et puis c'est pareil, la dépendance, il va aller chercher comme si c'était une dépendance Maven, etc. Donc Gradle, c'est un DSL qui vous permet de faire de la compilation de projets. Donc là, j'ai fait un projet Groovy, mais vous pouvez compiler évidemment du Java, mais pas seulement. Donc de base, ça compile Java, Groovy, Scala, C++, plus 2-3 autres, je crois, donc qui sont inclus de base dans Gradle. Donc en fait, c'est un système de build qui est super générique. Il va apprendre ce que c'est faire Maven, et puis toutes les bonnes idées de convention sont déployées de façon à pouvoir vous définir vos propres conventions derrière, donc vos propres systèmes de build. Donc pareil, si vous ne connaissez pas Gradle, allez regarder, c'est super intéressant. Ok, alors j'en suis où? On va dire que j'ai le temps. Je vous saoule pas pour l'instant. Ça va? Donc Groovy 2, c'est ce sur quoi moi j'ai bossé. Je suis arrivé dans le projet en fait en tant que committeur sur Groovy 1.8, mais après quand j'ai commencé à être payé pour développer Groovy, j'ai travaillé sur Groovy 2, et notamment ce que je disais sur la compilation statique dans Groovy. Donc voilà, compilation statique, on va revenir un petit peu plus dans les détails sur ce que ça veut dire, mais typiquement c'est ça. Ça c'est du code Groovy, on va dire classique. Généralement quand on veut faire un benchmark et prouver quelque chose de lent, on utilise Fibonacci, parce que c'est à peu près le pire use case que vous pouvez trouver. En fait c'est pas vrai, celui-là il s'optimise assez bien. Il y a des trucs bien pires si vous voulez prouver que quelque chose est lent. Mais là c'est un Fibonacci tout simple en fait. Si n est inférieur à 2, alors j'envoie n, sinon n-1 plus 2, enfin n-1 moins 2. Et je fais la somme de tout ça. Donc ça, la fameuse suite, mais ce que je vois c'est que je mets pas de type. En fait, il s'en fout. À partir du moment où la méthode plus, elle existe sur le truc que vous allez appeler, ça marche. C'est l'aspect dynamique. C'est-à-dire que, toujours pareil, si vous faites rien, c'est le mode dynamique par défaut. Donc c'est quand vous exécutez le code qui va aller vérifier si la méthode, elle existe. Donc là, si vous faites fib de 20, il se trouve que vous avez appelé Fibonacci avec un entier. Donc en fait, moins sur un entier, ça existe. Donc ça, c'est un appel de méthode, le moins qui est là, faire point minus. Ce qui veut dire que si vous définissez vos propres classes en méthode qui s'appelle point minus, vous pouvez en fait définir des méthodes qui vont pouvoir s'appeler avec le moins. Donc en Groovy, vous avez la surcharge d'opérateurs. Ça existe, mais contrairement à un langage comme Scala qui vous permet de définir tous les opérateurs que vous voulez, en Groovy, on vous permet seulement de surcharger les opérateurs qui existent. Vous ne pouvez pas en inventer des nouveaux. Donc là, ça marche. Ok. Maintenant, je fais ça. Je vous ai dit tout à l'heure, ouais, mais en fait, là, ton code, il est pourri parce qu'il est dynamique, et moi, je m'en fous. Ok. Donc, je fais comme tu m'as dit, je mets compile statique. Et puis là, catastrophe, le compilateur, il n'est pas content. Alors, pourquoi il n'est pas content? En fait, si vous lisez bien, il vous dit des trucs du genre, non, mais en fait, la méthode compare tout sur un entier, tu m'excuses, mais moi, je sais pas ce que c'est. Alors, pourquoi compare tout sur un entier? Il a vu qu'en fait, là, il y avait un entier, et puis là, c'est inférieur, donc ça, c'est un appel de méthode aussi. Et puis, non, ça n'existe pas, je suis désolé. Sur un objet, ça n'existe pas. Et pourquoi un objet? Parce qu'en fait, ici, j'ai pas de type. Donc, il ne peut pas savoir, au moment où il compile, ce que c'est que ce n. Donc, il ne peut pas savoir, à la compilation, que tu as le droit de comparer. Donc, ça ne marche pas. Et donc, à partir du moment où vous allez ajouter cette annotation compile statique, vous allez contraindre, mais j'ai envie de dire c'est ce que vous voulez, vous allez contraindre le compilateur et donc devoir l'aider et lui mettre des annotations de type pour lui dire ce que vous attendez vraiment.
Et de toute façon, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si vous avez une API publique, il n'y a rien de plus pénible que d'avoir une méthode et on ne sait pas ce qu'elle est censée prendre en paramètres. Donc il vaut mieux typer dans tous les cas, même si vous faites du dynamique. Donc on va l'aider, le compilateur, et puis on va lui dire, maintenant en fait c'était pas des entiers, et moi je voulais que ça marche même avec des longues. Et puis bah là, il faut rajouter les types. Ok, donc là, en fait, n ça va être un long, le retour ça va être un long, donc en fait, bah, c'est bon, ça, bah, tout ça je sais compiler. Et puis en fait, comme il va savoir que ce sont des longues, il va se dire, non mais en fait, ça, bah, je suis quand même sur la JVM, je sais faire. J'ai pas besoin d'aller faire un appel de méthode pour minus, je vais utiliser directement les primitives qui sont disponibles dans le bytecode. Et donc il va vraiment vous générer le bytecode qui existe sur du code Java. Donc le Fibonacci qui est là, il va être aussi rapide que du code Java. Ça va être le même bytecode qui va être généré. Donc là, si vous faisiez ça, c'était monstrueusement lent. Non, pas cette version, c'est là. Parce que c'est le pire des cas, quoi. À chaque fois il appelle, il est obligé de vérifier quel est le type du paramètre, et puis donc aller appeler. Alors après on fait des trucs super rigolos pour que ça aille plus vite, mais en gros, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que là il se passe des choses au moment où on appelle la méthode, alors que ici, tout est résolu à la compilation. D'accord ? Donc ça implique aussi que si vous modifiez au runtime cette méthode fib et que vous attendez à ce que cette méthode fasse quelque chose de différent, vous allez être triste parce que ça ne fera pas. Parce que là vous avez explicitement désactivé les fonctionnalités dynamiques du langage, mettant compile statique. Donc ça, cette réponse-là, en fait, compile statique, ça a été créé pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. On demande souvent de toute façon pourquoi on a fait ça. La première, c'était parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme vous, en fait, ne connaissent que Java, arrivent sur Groovy, on leur dit, bah, vous copiez, vous collez votre code, et puis vous l'exécutez, ça fait pareil que Java. En fait, c'est pas vrai. On ment un petit peu, puisque c'est un langage dynamique, et donc il va se passer beaucoup de choses à l'exécution. Non seulement on ment un petit peu en disant ça, mais en plus, si vous faites une typo dans le code, ben en Groovy, il compile, et ça marche. Parce que le problème, c'est que cette méthode-là, elle a beau pas exister à la compilation, il y a peut-être un bout de code quelque part qui fait que ça marchera. Parce qu'un plugin l'a rajouté, parce que quelque chose qui n'est pas visible au moment de la compilation le rajoute. Parce que vous avez fait des trucs un petit peu bizarres, comme mon exemple tout à l'heure avec le find by age. Donc en fait, ça c'est super important de comprendre. Si vous rajoutez compile statique, vous vous retrouvez vraiment dans un comportement comme Java, donc dans un mode connu. Donc on a de plus en plus de monde qui utilise Groovy de cette façon-là, en fait, parce que les aspects dynamiques du langage, ça les intéresse pas. On juge pas, ok. Et puis allez-y, mettez compile statique, donc vous pouvez le mettre sur une classe, vous pouvez le mettre sur une méthode, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'était l'aspect perf, puisque si vous faites du code sans le compile statique, il y a des cas comme Fibonacci où c'est vraiment plus lent que la version compile statique. Et j'insiste sur le « il y a des cas », parce que souvent on va vous dire un langage dynamique c'est lent. Alors c'est pas vrai, c'est de moins en moins vrai, notamment depuis Java 7 et avec Invoke Dynamic, etc. Enfin bref, c'est de moins en moins vrai les langages dynamiques, en tout cas sur la JVM, sont de plus en plus rapides. Et on arrive même maintenant, avec ce qu'ils ont modifié sur Java 8, à avoir parfois du code dynamique qui va plus vite que le code statique. Donc méfiez-vous des a priori. La seule vraie réponse, c'est d'aller voir ce qui est vraiment lent dans votre code, et dans 99% des cas, ça sera un accès base de données ou une connerie comme ça. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que de toute façon, n'importe quel accès réseau, n'importe quel accès base de données, c'est des ordres de magnitude plus lents qu'un appel de méthode. Donc de base, c'est pas le fait d'aller chercher une méthode en runtime qui va vous poser problème. Par contre, si votre problème c'est plus qu'il vous a pas attrapé les méthodes, les erreurs de typo à la compilation, là, j'ai envie de dire compile statique c'est votre ami, quoi. L'avantage c'est que vous faites ça, et en plus vous gardez toute la syntaxe Groovy bien sympa derrière quand même pour enlever le return qui sert à rien, enlever les points-virgules qui servent à rien, enfin, enlever toute la verbosité du code Java. Donc là je vous ai parlé d'Invoke Dynamic.
Invoke Dynamic, c'était voilà, ajouté sur Groovy 2.0, mais on est... alors, si vous utilisez Groovy et que vous prenez, genre dans Maven, Groovy all.jar pour dire je veux une dépendance vers Groovy, et que vous ne mettez pas un classifieur qui s'appelle Indy, vous n'allez pas récupérer la version Invoke Dynamic de Groovy. Donc il faut le préciser. Parce qu'on a été obligé de faire des modifications spécifiques à Invoke Dynamic. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est si vous l'utilisez sur une JVM V7, en fait je vous conseille pas de l'utiliser du coup, parce que c'est complètement buggé. Alors c'est pas nous, hein, c'est pas notre implémentation qui est buggée, c'est Invoke Dynamic sur la JVM version 7, c'est buggé comme pas possible. Sur la V8, en fait ils ont fait des efforts, et ils n'ont pas eu le choix parce que les lambda utilisent Invoke Dynamic. Donc le code a été bien optimisé, testé, et d'ailleurs on a participé parce que nous on teste maintenant toutes les versions bêta du JDK sont testées sur Groovy pour être sûr qu'ils ne rajoutent pas des bugs, ce qui arrivait assez fréquemment. Donc en fait sur même les premières versions de la JVM 8, il y en a une voire deux sur trois qui sont buggées par rapport à Invoke Dynamic. Ils s'en étaient pas rendu compte en fait, parce que voilà, dans les lambda, ils n'utilisent encore pas tous les use cases que nous on utilise dans Groovy. Ok, donc ça, fin de la parenthèse Invoke Dynamic. Parler de la modularisation. Donc ça va parler juste à ceux qui connaissent déjà Groovy. Donc avant Groovy 2, en fait, on avait un Uberjar, donc un machin qui s'appelait Groovy All. Et dedans, le Groovy All, en fait, il n'y a pas beaucoup plus de trucs que dans le Groovy normal, puisqu'il avait quasiment tout. Et le jar de Groovy, au minimum, c'était 7 mégas. Minimum. Alors, il y en a qui ça pose problème. Ok. Donc, je peux comprendre. Après, ce que je dis toujours, hein, quand on télécharge une vidéo de chat, vous allez regarder combien de mégas. Donc, une dépendance de 7 mégas, est-ce que c'est grave ? Mais dans tous les cas, c'est quand même intéressant de ne pas ramener la terre entière quand on va chercher Groovy. Donc du coup, on a splitté tout ça, et puis dans la version 2, en fait, on a toujours ce Groovy All qui ramène tout, ce qui est capable de faire Groovy, mais on a aussi des versions plus petites. Donc on a le Groovy de base, donc que j'ai pas mis dans la liste, mais c'est Groovy sans le -all, et puis derrière, vous allez rajouter. Donc par exemple, si vous avez besoin de faire du parsing JSON, on utilise le JSON Slurper que j'ai montré tout à l'heure, mais vous n'avez pas fait attention. Et ben vous allez ajouter le module JSON, etc. Donc en fait, de base, la distribution Groovy est beaucoup plus petite, et puis ça vous permet d'économiser les quelques mégas qui vont faire plaisir quand vous faites des uploads sur les serveurs. Hop. Donc JSON, ouais. Juste une petite question comme ça. On va vous parler de modularité. Oui. Pour la modularité numérique, ça serait que si je veux ajouter un module à mon système, j'ajoute juste le module au système, je ne vais pas avoir toute l'application. Si tu veux ajouter un modèle de ton système. C'est une sorte de grosse boîte. Et dans cette grosse boîte, je mets des modules à l'intérieur. Et Ouais. donc là, si je veux rajouter une fonctionnalité à Groovy, je rajouterai juste le module. Bah, c'est qu'une dépendance que tu rajoutes en fait à la compilation. Mais bon, après, j'ai montré tout à l'heure le grab sur l'exemple du microservice. Ça, c'est un truc qui vous permet de télécharger des machins au runtime. Donc vous pouvez, avec grab, la notation, ça permet d'avoir des scripts. Vous mettez grab et puis un classifier Maven, et ça télécharge les dépendances au moment où le script s'exécute. Donc c'est possible de le faire. Mais là, la modularisation dont on parle, c'est la modularisation au sens Java 9 en fait. Parce que dans Java 9, c'est un peu ce qu'ils font avec Jigsaw, qui était censé être un truc pour remplacer OSGI, qui au final est un truc spécifique au JDK. Mais c'est ça, c'est l'idée d'avoir, au lieu d'avoir un bloc monolithique qui fait tout, on va séparer et permettre aux gens de récupérer que ce qu'ils ont besoin. C'est pareil que le projet Jigsaw. C'est pas pareil parce que c'est pas la même façon de faire. C'est juste, voilà, là c'est juste exploser le projet en briques plus petites. C'est tout. D'autres questions là-dessus? Donc JSON, normalement en fait aujourd'hui vous faites tous du JSON et presque plus du XML. En pratique c'est pas toujours vrai, mais... Donc JSON, donc le fameux JSON Surfer dont je vous ai parlé. En fait dans Groovy 2 on en a ajouté un. Il n'existait pas de parseur JSON avant dans Groovy, donc de base il y en a un. Et en fait ce parseur JSON a été amélioré dans Groovy 2.3
Et il a été si bien amélioré qu'en fait, il y a des benchmarks qui montrent que c'est le parseur JSON le plus rapide de la JVM. Donc voilà, faut pas hésiter à l'utiliser. Ça va plus vite que Jackson, ça va plus vite que JSON, etc. Donc c'est pas mal. C'est vraiment un truc qui dépote. Donc là, vous pouvez parser votre machin. Et comme c'est un langage dynamique, en fait, ce que ça renvoie pour une structure de ce type-là, là, voilà, ça va être une map. Et puis derrière, en Groovy, en fait, sur une map, je peux faire la syntaxe point quelque chose, et puis ça va faire l'équivalent de point get avec la clé. Et puis ça, comme c'était une liste, et voilà, ça va être une liste, et à l'intérieur, je vais avoir des entiers. Donc en fait, c'est un parseur JSON qui va faire le boulot, le best effort, pour attribuer voilà, les bons types qui vont bien. Mais de base, ce qui est super intéressant, c'est que si vous avez des objets sérialisés comme ça, vous n'avez pas besoin de vous taper un modèle derrière. Donc, si vous avez juste besoin de faire un petit script qui parse un flux JSON et que votre chef de projet vous dit il me faut ça dans 5 minutes, vous n'allez pas créer des bins pour tous les objets et puis utiliser machin. Donc là, plutôt que faire des regex, parce que généralement quand on a que 5 minutes on fait des regex, puis à la fin on se rend compte que ça marche pas, hop, vous parsez et puis vous utilisez juste la notation qui va bien, tout va bien. Donc là c'est le fameux benchmark, hein. Donc il est sur internet et il est Julien Ponge approved. Donc, pour ceux qui connaissent Julien Ponge, c'est un chercheur qui fait Golo, le langage Golo. Donc en même temps là, il y a un taux de Golo. Donc le but c'est que moi aujourd'hui je vous convainc d'utiliser Groovy et lui normalement il échoue de l'autre côté à vous faire utiliser Golo. Donc voilà, il a été approuvé ce benchmark. Parce qu'en règle générale, tous les benchmarks sont faux. Donc Java 8. Donc en fait, on vous parle de Groovy en disant oui, c'est un langage qui est dérivé de Java, ça marche super bien avec Java, donc c'est vrai. Bon. Et en fait, un des thèmes de Groovy 2, c'était le support de Java 8. Alors il y a pas mal de problèmes dans le support de Java 8, c'est que c'est la première version du langage qui change quand même pas mal de choses dans la syntaxe. Donc en fait, il y a deux aspects. La syntaxe, donc les lambda, Java 8, notamment, et puis simplement la compatibilité avec le JDK 8. Donc nous, Groovy 2, Groovy 2.3 pour être plus précis, c'est compatibilité avec le JDK Java 8. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous copiez-collez une classe Java 8, notamment qui utilise des lambda dans Groovy, et que vous essayez de compiler ça, ça ne marchera pas. On n'est pas à ce niveau-là de compatibilité. Donc il y a plein de raisons pour ça, qu'on n'a toujours pas fait. C'est pas uniquement parce qu'on est fainéant, c'est aussi parce qu'il y a des vraies raisons théoriques derrière et qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on devrait faire ou pas. Et en fait, on n'a pas de réponse définitive, donc plutôt que se planter, on préfère attendre. Parce que comme en Groovy, en fait, on a déjà les closures, notamment, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à supporter les lambdas qui font presque la même chose? Le problème, c'est le presque. Que ça fait presque la même chose, mais celles de Groovy, elles font un petit peu plus, et le plus qu'elles font, du coup c'est embêtant si on les supprime. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée, Groovy 2.3, supporter les API qui sont arrivées dans Java 8. Et notamment, dans Java 8, s'il y a une chose à retenir, donc c'est les lambdas, mais surtout les nouvelles API stream. Ça, c'est la killer feature de Java 8. Et puis vous allez en bouffer. Enfin, le futur, c'est ça. C'est les API fonctionnelles. Donc l'API stream, c'est l'API qui va faire du fonctionnel à la mode Java, mais du fonctionnel lazy. Donc contrairement à ce que je vous avais montré tout à l'heure en Groovy, quand vous faites un point find all en Groovy, donc vous prenez une collection d'objets, vous faites point find all, par exemple, le nom c'est Toto. Qu'est-ce qui se passe en Groovy? Ce point find all là, il renvoie une liste. Donc chaque appel de méthode implique la création d'une nouvelle liste, pour simplifier. D'accord? Les streams, ça exécute, voilà. Ça exécute le code, et puis le code du point find all, il renvoie une liste. Les streams, c'est différent. En fait, vous partez sur plus une idée de spécification de ce que vous allez faire. Donc en fait, l'appel à parallèle stream, il renvoie une stream qui dit « moi, je sais faire des trucs en parallèle ». Et puis derrière, le point map, il ne va pas aller créer
une hmat derrière, il va lui aussi renvoyer une stream. Donc toutes les opérations sont faites de manière lazy. Donc c'est une énorme différence dans la façon de concevoir et c'est beaucoup plus facilement optimisable et beaucoup plus performant au bout du compte. Et c'était pour ça, voilà, je dérive un peu, mais c'est pour ça que j'utilise Invoke Dynamic derrière. C'est parce que tous les appels de méthodes qui sont là peuvent être optimisés derrière en un seul appel. Enfin, il y a plein de trucs super intelligents qui sont faits. Donc en Groovy, puisqu'il y a ces API-là qui existent, parce que nous, ça faisait un moment qu'en fait on réfléchissait à faire des API lazy de cette façon-là, pour éviter d'avoir à créer des objets intermédiaires dont en fait on va à chaque fois les jeter parce qu'on n'en a plus besoin, quoi. Quand on fait un appel, après on a un résultat, et puis j'appelle autre chose, mais celui d'avant, j'en ai plus besoin. Donc je crée des objets temporaires qui servent à rien, au lieu d'avoir un truc qui se fait de manière... Le problème, c'est que tu as parcouru plusieurs fois. En plus, ouais, tu parcours plusieurs fois, enfin, il y a plein de problèmes. Ça marche très bien, c'est super lisible, on l'a fait pendant des années, mais on avait envie d'une API lazy. Et puis, hop, on voit passer des messages sur Java 8, le futur de Java 8, et puis on voit cette fameuse API Stream qui arrive. Et donc là, c'est le gros dilemme, c'était qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'était il y a 3-4 ans. Puis on disait, mais oui, mais si on commence nous à faire notre API Stream et puis que Java vient avec la sienne, du coup, on va avoir deux API concurrentes qui feront pas la même chose. Puis de toute façon, les ingénieurs de chez Sun, ils sont beaucoup plus nombreux et plus intelligents que nous, et on fait un truc super bien. Donc on a pris à cette époque la décision de ne pas modifier nos collections, et d'attendre l'arrivée de Java 8. Donc en fait ce qui se passe maintenant c'est vous pouvez utiliser ces API directement dans Groovy. Et en fait au lieu de les utiliser avec des lambdas, donc la syntaxe qui ressemble fortement, j'en ai pas montré dans mon code, c'est un peu dommage, mais on a déjà vu à quoi ressemblent les lambdas dans Java 8. En gros c'est ça, hein. C'est la même chose que ça, sauf que ici il y a les paramètres qui sont déclarés avec une grosse flèche et puis des parenthèses. Et donc, en fait, en Groovy, vous allez pouvoir utiliser les mêmes API, mais en utilisant du Clojure à la place. C'est tout. Donc, voilà, on prend et puis on bénéficie de tout ce qu'a fait le JDK. Donc, moi, personnellement, je pense que ça valait le coup d'attendre. Et puis, j'ai envie de dire que là, on manque un peu de contributeurs, du coup, et que s'il y a moyen d'encore simplifier ces API-là, faut pas hésiter, quoi. Il faut venir et puis proposer des pull requests sur Groovy. On manque furieusement d'un module Java 8 qui rajoute des trucs groovifiés à Java 8. Donc, ça se compile statiquement? Ça se compile statiquement, ouais. Il y a une grosse différence d'implémentation par contre. C'est-à-dire que dans les lambdas, ici quand vous avez un code, donc ça s'appelle vous allez avoir une méthode qui va être créée et puis vous n'allez pas avoir de classe nécessairement. Ça peut être une méthode qui va être créée dans la classe qui l'entoure, et puis après vous allez avoir une méthode handle qui va dire en fait c'est cette méthode-là. En Groovy, c'est pas le cas. Les closures, comme je vous ai montré tout à l'heure, elles sont manipulables. Ce sont des objets à part entière. Donc vous pouvez faire closure toto égale ce code-là. Vous pouvez pas faire ça avec Java 8, parce que les lambdas sont vraiment des expressions simples. Donc en Groovy, vous pouvez manipuler les closures, alors qu'en Java, vous ne pouvez pas manipuler les lambdas puisqu'elles n'ont pas d'existence concrète. Ce sont juste des bouts de code. Donc pour simplifier, c'est des anonymous inner class sans tout le garbage autour, quoi. Et du coup, en Groovy, parce que quand tu fais un point map, c'est le point map du stream que tu appelles? Oui. Et du coup, tu passes en map, c'est... Donc là, la map, de toute façon, toutes les API Java 8 et puis toutes les API modernes que vous allez voir maintenant qui fonctionnent sur Java 8 utilisent qu'une seule chose, ça va être des functional interface, donc c'est des interfaces à une seule méthode. Abstraite. Donc ça peut être des interfaces qui ont des méthodes prédéfinies, parce que maintenant on peut faire ça en Java 8. Voilà. Et du coup, là, en Groovy, tu crées une inner class pour la passer au point map, hein? Tu crées une inner class, alors en fait, oui, tu vas avoir un impact de perf, entre guillemets, mais ça, donc ça crée une inner class, mais elle est créée à la compilation. Et puis, donc tu vas juste avoir une instantiation d'une inner class à un moment donné, que tu n'auras pas nécessairement sur les lambdas. Notamment parce que les lambdas, ils peuvent optimiser, parce qu'ils n'ont pas le droit d'accéder des variables qui n'existent pas en dehors du scope. Bon, ça c'est les détails. Et toutes les collections de Groovy, du coup, héritent de l'interface collection de Java?
C'est les mêmes. En fait, contrairement à d'autres langages, en Groovy, on ne réinvente pas les collections, donc ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que Java. Donc c'est les hmap, les release, les trucs comme ça. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Les transformations d'AST, c'est un énorme gros mot. Donc un AST, c'est quoi? C'est l'arbre syntaxique abstrait. Donc là, hop, il commence à être tard. J'ai déjà beaucoup parlé. Un AST, c'est quoi? C'est jamais que le code, avant qu'il soit transformé en bytecode. Donc vous écrivez du code. Normalement, si vous vous souvenez, le code, il est parsé d'abord. Et puis ça génère un arbre syntaxique. Et en fait, Groovy va vous permettre de manipuler cet arbre syntaxique avant qu'il devienne du bytecode. Donc dynamique, métacompilation, métaprogrammation, pardon, à la compilation. Une transformation d'AST, c'est cette fameuse annotation toString que vous avez vue tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc un exemple de transformation d'AST, c'est tail recursive. Et tail recursive, c'est une annotation simplement que vous codez sur le code et qui va transformer ce code-là de façon à le rendre tail récursif. Donc comment on dit en français, je sais plus, récursif. On dit qu'il marche. Voilà. Récursif par la queue. Un truc du genre. Donc, normalement, voilà, Java, il sait pas faire ça, Groovy, il sait pas faire, mais par contre, si vous, en tant que développeur, vous savez que votre code, il est tail récursif, c'est-à-dire que l'appel, le dernier appel, en fait, correspond à un appel récursif, on sait qu'en fait, ça peut être réécrit de manière impérative, ce code-là. Et donc, éviter la stack d'appels. Donc, éviter d'avoir des appels récursifs. On sait que c'est faisable, mais en règle générale, il faut se tordre un peu le cerveau pour savoir comment le faire. Donc parfois, on va être un petit peu lazy, puis on va dire non mais tail récursif, tu fais le calcul pour moi et tu l'as réécrit pour moi. Donc là en fait, vous pouvez appeler la méthode avec un truc super grand, vous n'allez pas exploser la stack d'appel. Donc là, c'est une façon très très idiote de faire un calcul de la taille d'une liste qui ne va pas être super performant, mais avec tail récursif, ça va aller plus vite et surtout ça ne va pas exploser la stack. Un autre exemple, c'est MemoASD. MemoASD, là je l'utilise sur un truc qui est vachement bien, sur Fibonacci. Parce que Fibonacci, c'est l'exemple typique de truc où, en fait, pour faire une version intelligente, il faut se creuser le cerveau. C'est compliqué. Alors qu'en fait, le principe de base, il est simple. C'est à partir du moment où tu as calculé une valeur, tu peux la mettre de côté et tu sais que la prochaine fois que tu l'appelles, c'est la même. C'est fonctionnel. Donc c'est exactement ce que va faire MemoASD. Il va dire, à partir du moment où j'ai calculé un truc, je vais le mettre dans le cache. Et la prochaine fois que tu appelles, au lieu de faire l'appel, je vais sortir la version du cache. Donc Tu peux le régler, ce cache. il y a des trucs qui permettent de régler le cache. Mais en gros, là, vous allez 100 fois plus vite que Java. Sur FIB 200, puisque de toute façon, Java, il ne saura pas faire. Donc c'est très très bien. MemoASD, si vous avez des trucs, alors faire gaffe, la clé de la mémorisation, c'est les paramètres. Donc si c'est des objets, attention. Si c'est des primitifs, ça se passe relativement bien. Donc les méthodes d'extension. Tout à l'heure, je vous ai parlé du point getText sur URL. Donc dans Groovy, on rajoute plein de trucs comme ça partout. Sur toutes les classes Java, on rajoute des méthodes pour que ça soit plus facile à écrire. Mais vous pouvez écrire vos propres méthodes d'extension aux classes existantes. Donc c'est super intéressant. Donc, par exemple, là, je définis une classe qui s'appelle stringUtils. Donc c'est un truc que vous n'avez jamais vu dans vos projets. Il n'y a pas une seule classe qui s'appelle stringUtils. Et puis en fait, on utilise stringUtil partout. Et puis pourquoi on utilise stringUtil? Parce que la seule façon de rajouter des méthodes à la classe string, c'est en fait d'avoir des méthodes statiques, machin. Ça serait quand même cool si ces méthodes-là, au lieu de les appeler statiquement, en fait, c'était comme si c'était des méthodes d'instance. Et c'est exactement ça. La notion de module d'extension, c'est ça. Vous écrivez des méthodes statiques dont le premier paramètre, c'est le truc que vous enrichissez. Donc là, j'enrichis la classe string avec une méthode qui s'appelle center. J'enrichis la classe string avec une méthode qui s'appelle isAlpha. Et du coup, derrière, ça me permet de l'appeler directement. Donc de faire toto.center avec les paramètres qui vont bien. Je vais pouvoir le compiler statiquement. Et c'est compilable statiquement, c'est reconnu par le compilateur statique, il n'y a pas de problème. Et donc là, vous enlevez un gros paquet du truc pas beau dans le code, quoi. Celui-là, je vais passer à la démo parce que sinon j'en ai pour 6 heures à parler. Hop. Donc le templating. Donc tout à l'heure, en fait, j'ai commencé en disant...
annoncé au bout d'un quart d'heure en disant que j'aimais bien en fait les aspects dynamiques et statiques du langage. Et une des dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées, c'est un nouveau moteur de template. Un moteur de template, il y en a plein, il y en a des tonnes. Il y a FreeMarker, Velocity, c'est quoi le dernier à la mode là? Il y a Moustache, et il y a quoi aussi? Handlebars, ouais, il y en a un qui est encore plus utilisé maintenant, qui fait du HTML direct là, je sais plus. Enfin bref, il y en a des tonnes, mais moi aucun de ceux-là me plaisait parce que j'aime pas le HTML. J'aime pas le HTML, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, de toute façon, il y a toujours une balise qui n'est pas fermée quelque part. Et pour la trouver, c'est le bordel. Moi, j'aimais pas ça, et je me dis, j'ai la chance de ne pas travailler avec des designers, donc j'ai pas besoin de leur filer un template qu'ils peuvent modifier eux-mêmes. En fait, c'est moi qui écris tout. Et donc j'ai envie d'avoir un moteur de template où il va me fermer tout seul, c'est foutu, tac. Et donc, pour faire ça, en fait, on a un système de template où la syntaxe, ça va être ça. Je vais dire items.each, donc le point each c'est une méthode de Groovy qui permet de faire une itération. Donc ça veut dire sur chacun des items, alors créer li, une balise li avec le contenu qui va être tout uppercase. Et puis donc on voit pas très bien si vous arrivez à le lire quand même. Et voilà, ce que ça génère, ce template là, c'est ça. Donc il fait tout seul. Il va me ouvrir, fermer les templates, tout ça. Donc en fait, ce moteur de template là, il est utilisé par le nouveau site de Groovy. Donc le nouveau site de Groovy, complètement statique, généré à partir de templates comme ça. Donc il a énormément de fonctionnalités ce moteur de template. C'est pas juste des petits trucs comme ça. Il va y avoir du layout par exemple, donc des templates qui permettent d'inclure d'autres templates et modifier certaines variables. C'est vraiment... je vous invite à regarder. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ce moteur de template, le code qui est là, il est compilé statiquement. Donc en fait, ça veut dire que ça, il n'y a pas un seul appel de méthode ici qui n'est pas résolu à la compilation. Vous allez me dire comment c'est possible. Puisque tout à l'heure, je vous ai montré du code où le compilateur il se plaignait. En fait, en Groovy, on a la possibilité d'aller apprendre au compilateur des choses qu'il ne sait pas. Donc vous, quand vous concevez l'application, donc là, l'application, moi, c'est un moteur de template. Quand je conçois, je connais mon DSL. Et je sais que si je fais un appel à items et que items, c'est pas connu par le compilateur, je sais, moi, en tant que développeur, que ce truc-là, ça veut dire qu'en fait, c'est une variable définie dans mon modèle de template. Donc je sais que je peux le transformer à la compilation en modèle.get de quelque chose qui s'appelle items. Et en fait, dans Groovy, vous avez un modèle qui vous permet d'aller apprendre au compilateur statique toutes les méthodes qui n'existent pas, toutes les propriétés qui ne sont pas définies, ainsi de suite, et puis lui expliquer aussi comment il doit compiler tout ça. Et donc ça devient super intéressant parce que derrière, ce que je fais ici, c'est créer un modèle qui est typé statiquement. Donc en fait, je lui définis que items, c'est une liste de strings. Et donc si par hasard je fais une typo, et que derrière j'enlève le E, je vais avoir une erreur à la compile. Donc vous avez un truc qui devient ultra optimisé, parce que le template que vous avez là, il se compile dans du bytecode. Donc la première fois qu'il est compilé, forcément c'est plus lent, et par contre si vous générez plein de pages, ça dépote quoi. Parce que c'est du code, il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de transformation de XSLT, ça dépote vraiment quoi, c'est du bytecode derrière, compilé statiquement. Vous pouvez faire des trucs de fou. Donc là je parlais de layout, mais typiquement ça va être un template. Donc pour ceux qui font du Twitter Bootstrap, vous allez reconnaître des noms de classes. Mais voilà. Donc là je peux faire mon div, et puis à l'intérieur j'ai un div. Donc ça c'est des trucs qui sont vraiment pénibles pour moi, qui n'aiment pas du tout faire du front. Donc aller chercher où le div il était mal fermé, c'était vraiment pénible. Donc du coup j'ai plus qu'à faire ça. Puis derrière je peux dire inclus un sous-template. Puis je peux dire en fait ma page là, ça utilise un layout. Et ce truc-là, c'est un autre template qui définit deux variables, page title et main content. Donc, je vais appliquer mon template et puis aller remplacer dans ce truc-là un token qui s'appelle page title par ce truc-là. Ainsi de suite. Donc, pouvoir composer des pages et éviter par exemple d'aller répéter tous les en-têtes, des trucs comme ça.
Donc ça, c'est un template voilà, qui est issu et simplifié de ce qu'on a sur le site de Groovy, mais l'idée, c'est vraiment de dire, ça, vous pouvez aller optimiser, et Groovy va vous permettre de créer ce genre de DSL, encore une fois. Alors celui-là, je n'irais pas dire qu'il est simple à faire, ce DSL-là, parce qu'il y a quand même à aller optimiser, à aller expliquer au compilateur comment il est censé compiler les trucs. C'est pas beaucoup de gens qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est possible. Vraiment, c'est possible. Hop, les traits. Donc pour ceux qui font du Scala, c'est ce que c'est que les traits. Et pour ceux qui n'en font pas, vous manquez quelque chose. Les traits, c'est vachement bien. Donc vous avez tous des interfaces chez vous. D'accord? Dans Java 8, on a quelque chose qui est super maintenant, c'est les méthodes dans les interfaces, les default méthodes. Donc c'est un truc qui manquait depuis longtemps. C'est-à-dire, j'ai une interface, mais dedans, je veux pas que ça soit une classe abstraite, parce que je peux pas faire un héritage multiple. C'est interdit. Mais quand même, cette méthode, je sais que c'est ça qu'il me faut. Donc comment vous faites? En fait, vous faites pas, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc vous faites des méthodes et puis vous recopiez tout. Ok, c'est très très mauvais. Les traits, ça va être des interfaces, on va dire, dans lesquelles vous allez pouvoir définir des méthodes, comme dans les interfaces de Java 8, mais aussi de l'état. Donc des champs, typiquement. Alors un exemple concret, voilà. On va dire, je vais faire un trait qui s'appelle flying ability pour définir quelque chose qui sait voler. Et donc il définit une méthode fly qui répond I'm flying. Et puis un autre truc qui sait parler, donc I'm speaking. Puis derrière, je vais créer un petit canard qui sait voler et parler. Donc en fait, la base des traits, c'est de la composition de comportement. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien en fait avoir cette ability derrière, suffixe en fait qui décrit vraiment que c'est un comportement derrière qu'on définit. On va composer des comportements. Donc on va les composer en disant, en fait ma classe, elle implémente à la fois le trait flying et speaking. Et donc j'ai hérité de plusieurs comportements. Donc en Groovy, vous avez de l'héritage multiple. Alors, généralement, quand on dit ça, les gens commencent à crier en disant « Non, vous n'avez pas fait ça. » Si, on l'a fait. Mais vous n'allez pas avoir les problèmes que vous allez avoir dans C++ avec l'héritage multiple. Parce qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Et donc, le diamond. Et comment tu résous le diamant? Alors, je pense qu'il y a un exemple, je vais montrer. Et alors, le diamond, il vient pas, en fait, le diamond, il vient pas quand vous avez que ça. Le problème du diamond, il vient à partir du moment où vous ajoutez de l'état. Donc là, ça, à partir du moment où vous avez des champs. Parce que dans le reste des cas, c'est simple. Il suffit de choisir une méthode par rapport à l'autre, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez de l'état, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, un trait, ça peut avoir de l'état. Donc, je vais dire ce que c'est qu'une ville, je vais dire c'est un truc qui est nommé et puis qui a une longitude, latitude. Et puis ça, je vais pouvoir le composer sur d'autres, donc je partage du comportement. Ok. Donc j'ai pas l'exemple, je l'ai viré. Donc sur le... Imaginons que j'ai un autre trait qui s'appelle Toto et qui est aussi une variable name. En fait, ce qui se passe quand on le compose ici, il y a implicitement deux champs qui sont créés. Un pour chaque trait. Donc en fait, tous les champs sont relatifs au trait. Ils ne sont pas relatifs à ta classe, ils sont relatifs au trait. Donc vous allez vraiment avoir deux champs de créés. Et sur ta city, si tu fais un point name, ça va faire point getName. Et en fait, le point getName, il va être résolu par rapport au dernier qui est là. Et si tu n'es pas content de ça, tu peux lui dire lequel il doit aller chercher. Donc il prend le dernier, c'est ça? Par défaut, il prend le dernier. Par défaut, donc il va aller dire, si tous tes traits définissent getName, ça va être le dernier getName qui va être pris. Mais si tu n'es pas content de ça, tu peux lui dire, non mais en fait c'est pas celui-là, c'est celui d'un autre. Donc tu peux atteindre une syntaxe genre a.super.getName. Un trait, ça peut hériter d'un trait? Oui. Du coup, quand tu dis c'est le dernier qui définit le getName, y compris par héritage? Oui. Et ça, c'est le même choix pour les méthodes du coup? C'est le même choix pour les méthodes. Si j'ai deux traits qui auront une méthode fly, si j'appelle fly, c'est le dernier Oui. qui... Oui. Un trait n'est pas différent d'une classe de ce point de vue-là. C'est vraiment le principe de list surprise. Ok, pas de problème. Oui. Est-ce que le compilateur peut détecter par exemple ce genre de choses? Oui. De toute façon, il ne te laissera pas faire. Enfin,
défaut, il va utiliser le dernier. Après, c'est si tu utilises une méthode d'entrée qui n'existe pas, là, il va te dire que c'est pas bon, quoi. Que non, il y a le support. Hop, allez, il me reste 9 slides. On va essayer de faire vite. Donc Android. Donc, depuis le début, en fait, je n'ai pas parlé de ça parce que c'est la dernière nouveauté qui va être réalisée demain, puisqu'on va sortir Groovy 2.4 demain. Pour autant, c'est déjà utilisé en prod par certains. Donc à partir de Groovy 2.4, en fait, vous pouvez déployer des applications, enfin développer des applications Android entièrement en Groovy. Alors, il va y avoir plein d'intérêts pour ça. Donc, juste pour que je sache combien de personnes font du dev Android ici. Donc tu vas être le seul intéressé. C'est pas grave, parce qu'après, quand tu vas voir ça, tu vas être content. Donc ça, c'est typiquement du code Android. Donc moi, je dis généralement que Android, c'est un petit peu le paradis des classes internes. C'est-à-dire que vous avez des classes internes partout, parce qu'il n'y a pas de lambda, et vous n'êtes pas prêt d'en avoir. C'est notamment ça, mais c'est aussi le paradis des API super verbose. Et elles sont verboses pourquoi? Parce que vous avez des API de compatibilité de partout. Parce que comme les API évoluent très vite, il y a Android 2, Android 3, Android 2.4, 2.5, 2.6, enfin bref. En fait, comment? Il n'y a pas de... Enfin bref, tu m'as compris? Ben en fait, on a beau avoir dans la documentation un truc qui vous dit utiliser l'API, il ne faut jamais le faire. Il faut utiliser les API de compatibilité. Parce que si tu ne fais pas ça, de toute façon, ça ne marchera pas au bout du compte sur toutes les plateformes que tu targetes. Donc il y a du code horrible de ce genre-là. Du genre, il faut que je crée un intent, donc je vais faire pending intent.getActivity, alors que on se demande pourquoi c'est pas plus simple de créer un intent. Et puis derrière, c'est ça, là, les notification compat .truc, donc c'est du code très très verbose. Bon, je peux faire du big text. Bon, si vous arrivez à comprendre juste en lisant ce slide ce que ce machin va faire, vous êtes fort. En fait, en Groovy, on va pouvoir simplifier ça comme ça. Je vais faire notify, et puis derrière notification ID, et puis derrière small icon, machin, bidule, et puis mon intent. Là, c'est passé où mon intent? Il est juste là en fait. J'ai juste une méthode qui s'appelle pending activity intent, etc. Et tout ça, c'est quelque chose que moi j'ai développé pour un proto d'application Android, donc qui tourne sur ma montre là. Donc une appli que je vais pouvoir vous montrer. Mais grosso modo, ça se base sur ces fameuses méthodes d'extension. C'est super simple d'aller écrire des API comme ça. J'ai juste décoré la classe activity pour lui rajouter une méthode qui s'appelle notify. Et hop, terminé. J'ai plus besoin d'aller faire un new activity, new pending intent, etc. Notify, donc il va aller m'appeler directement la méthode qui va aller renvoyer la notification. Alors que là, il fallait que je fasse aller chercher le notification manager à partir de this et puis faire un point notify. Mais tout ce code-là, il est vachement séquentiel et on ne sait pas bien en fait où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine ma notification. Alors qu'en Groovy, oui, tout le code qui concerne ma notif, il est dans un bloc. Tout est scopé. Déjà, il y a un intérêt derrière, parce que sémantiquement, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans ne concerne qu'une seule action. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de simplifier la vie du développement, notamment Android, parce que c'est juste une horreur à utiliser au niveau API. Donc l'application a fait ça, donc là je l'ai mise à tourner. L'application de démo, donc c'est comme je faisais quelques talks, c'est un truc qui, au fur et à mesure que j'ai plus de temps, se m'a vibré sur ma montre en me disant le temps qui reste. Donc notamment, ça me fait un petit cadran, machin. Donc ça tourne sur le téléphone et puis la montre. Donc ça marche vraiment. Vous pouvez utiliser une application, développer une application Android Wear en Groovy. Et donc notamment, n'ayez pas peur au niveau des perfs et des trucs comme ça. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous utilisez compile statique, il n'y a pas de souci. Si vous commencez à faire du dynamique sur Android, ok, essayez. Moi, je vous le conseillerais pas, sauf si vous voulez voir votre client qui va dire « Je comprends pas, mon téléphone, il tient 2 fois moins la batterie qu'avant. » Parce que faire un appel dynamique sur un téléphone, c'est chaud. C'est chaud, hein. C'est que de la réflexion, c'est que des trucs comme ça, donc c'est pas rigolo. Allez, je vais terminer là-dessus. Donc la documentation, donc ça c'est un point qui nous a été énormément reproché. Donc dans Groovy, en fait, la doc était pourrie. Donc, elle n'est pas encore complète, mais elle est beaucoup mieux. Donc on avait un wiki. Et hop,
à partir de très bientôt, on va lancer le nouveau site. Et puis on a de la belle doc faite avec ASCII Doc, pour ceux qui connaissent. ASCII Doctor en fait la version. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cette documentation, c'est que contrairement à l'ancienne, tous les bouts de code que vous voyez dans la doc, donc là il y en a, tous ces bouts de code là, c'est des tests unitaires qui sont intégrés dans la documentation. C'est-à-dire que quand on compile Groovy, toute la doc elle est compilée, testée. Donc il n'y a aucune chance que notre doc soit fausse. Parce que de toute façon, tout est testé. Il n'y a pas un seul snippet de code qui n'est pas testé. Donc c'est une grosse différence par rapport au vieillissant wiki qui date des débuts de Groovy. Hein. Ça a plus de 10 ans Groovy. Hein. Enfin maintenant, ouais, c'est 10 ans. Ça. Donc vous imaginez les strates de code que vous pouvez trouver sur le wiki. Il y a plus de 1500 pages de wiki, de doc, et dont certaines sont complètement dépassées, quoi. Donc là au moins, on est à jour. Donc là, c'était juste un petit slide pour dire, si vous avez peur d'utiliser Groovy, tous ces gens-là ils l'utilisent et ils n'ont pas eu peur et ils sont très contents. Et notamment sur le dernier aspect qu'est Android, il y en a qui sont tellement contents que donc c'est le New York Times qui a décidé de développer sa nouvelle application Android en Groovy. Donc ils ont commencé à faire ça et ils ont commencé il y a plus de 6 mois. Donc ils utilisent des versions bêta de la 2.4. Et ils nous ont rapporté quelques bugs, mais pas tellement sur Groovy lui-même, plus sur le plugin que moi j'avais fait pour Gradle. Parce que, bon, pour toi du coup, le plugin Gradle d'Android, le problème c'est qu'il évolue toutes les semaines. Il y a une nouvelle version toutes les semaines, à chaque fois ça pète tout. Donc forcément, c'était un peu pénible pour ça. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé en fait. Pas tellement sur l'aspect perf, pas tellement sur l'aspect bytecode. Voilà. Ok, ben voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. Je vais passer très vite sur certains aspects, donc maintenant, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Ouais.